Je suis ici depuis ce matin, j'écoute les arguments des uns et des autres, et je n'étais pas sans me faire une première réflexion, qui est la suivante. C'est peut-être que ce qui honore notre système de pensée, notre système politique, c'est qu'il nous commande d'abord d'éviter de faire souffrir, finalement. La démocratie a été un rempart, d'une certaine manière, sur des formes oppressantes de régimes qu'on appelle les tyrannies. Donc dans un premier temps, je crois que c'est intéressant de faire cette remarque. Être en démocratie, c'est veiller à ménager les sources de souffrance. Et d'une certaine manière, ce qui grandit notre système, c'est la capacité à faire que dans notre pays, les gens souffrent moins. Et je n'étais pas ce matin sans me faire cette remarque, au fur et à mesure que la conférence et les intervenants déroulaient leurs pensées, de me dire si j'avais été un homosexuel dans cette salle, est-ce que j'aurais trouvé dans les discours que j'ai entendus des modalités de souffrir moins ? Bien, je crois que ce que nous entendons, c'est essentiellement que nous récusons aux homosexuels le droit à l'adoption, nous leur expliquons qu'ils ne peuvent pas se marier et qu'à travers ces deux seules propositions, il y a vraiment pour la communauté homosexuelle un motif de souffrir. Si donc la démocratie vise à atténuer les souffrances et que notre discours ici n'a fait que amplifier des souffrances à l'égard de la communauté homosexuelle, c'est bien la preuve que notre discours est inconciliable avec les valeurs de la démocratie et qu'il y a une dérive homophobe dans cette conférence, et c'est ça qui est assez étonnant, c'est que nous avons passé notre temps à décréter le contraire. Et Frigide Barjot nous invite justement à échapper au discours de l'homophobie, et il semble, d'après ce que je viens de vous dire, que cela fait 5 heures que nous faisons exactement le contraire. Et vous voyez qu'ici, la raison est dans une situation où elle ne peut pas ne pas conclure ce que je viens de dire si vous ne voyez pas que dans la première proposition, j'ai énoncé quelque chose de faux. Il est intéressant de comprendre que lorsqu'une idéologie porte en elle les germes de quelque chose de dangereux, elle ne peut pas avancer avec les traits anguleux des idées qu'elle porte. Elle doit donc trouver le visage qui la rend acceptable, doucereuse. Et c'est la raison pour laquelle les tenants de cette position ont compris qu'il y avait une manière intéressante d'user des mécanismes de l'intelligence pour essayer d'en abuser l'adhésion. Il y a une très grande différence entre l'acte de persuader et l'acte de convaincre. Et lorsque les raisons sont impuissantes pour gagner l'adhésion de l'intelligence, il va falloir passer à des méthodes qui sont tout à fait différentes. Et c'est ça qui est intéressant de voir, c'est que nous avons pris l'habitude d'être structurés essentiellement par un flux d'informations qui est médiatique, qui est fondé essentiellement sur deux choses, une adhésion fondée sur l'affectif, ce qui est agréable et désirable, ce qui a l'apparence du séduisant, justifie mon adhésion. J'allais dire, si j'étais dans le commerce, j'évoquerais la technique du marketing. Eh bien, dans le domaine des idées, il s'agit effectivement d'enrober les mauvaises idées d'un sucre qui les rend désirables. Je voudrais prendre une analogie. Si nous nous déterminions de la même manière à l'égard de la nourriture et que nous mangions tout ce qui nous apparaît agréable et joli, me promenant dans un bois avec des enfants, je crains que la première chose qu'ils mangeraient, ce sont les anamites tumouches. Elles ont l'élégance, la rougeur du champignon, celui qu'on trouve pas très loin de la maison des sept nains. Et ce champignon est tout à fait sympathique. Eh bien, il y a des mots aujourd'hui qui sont sympathiques. Égalité, liberté, droit. Et ces mots-là sont les mots que l'on use, dont on abuse et dont on dévoie le sens.
Alors, il me paraît important de comprendre que pour que l'intelligence se détermine, pour qu'elle adhère, il y a 3 manières pour elle d'adhérer. Il y a 2 opérations dans la respiration, expiration, inspiration. Dans l'intelligence, il y a 3 manières pour que l'intelligence vienne absorber une vérité et l'intégrer. La première, sont 3 opérations d'intelligence, c'est l'acte de concevoir. Se faire une idée adéquate de la chose que l'on désigne. Qu'est-ce que c'est qu'un mariage? C'est une union, et il pourrait bien se passer que nous disions que toute union justifie un mariage. Donc la première opération, très importante, est-ce que nous nous accordons sur les mots? Je vais vous montrer une lettre que notre ministre a écrite au recteur, et il insiste par exemple sur la nécessité que les recteurs mettent en place une éducation sexuelle et affective. Qui serait contre l'éducation sexuelle et affective? Mais la question n'est pas là, c'est qu'est-ce qui est mis derrière le concept? Qu'est-ce que cache le mot? Et pourquoi le mot est-il toujours mis en avant et jamais désigné le réel qu'il désigne? Nous manquons de lucidité et de curiosité. Nous devrions gratter, aller chercher ce qu'il y a derrière le mot. Et nous ne le faisons pas assez. Deuxième opération de l'intelligence, vous savez, quand on a des idées, ensuite on les associe. Par exemple, je vais vous faire des petites phrases. Les lapins sont des fers à repasser, tout le monde voit que c'est faux. Certaines prostituées sont très élégantes, vous voyez que c'est vrai. Tous les chameaux sont des mammifères, vous voyez que c'est probablement vrai. Vous voyez on associe des mots. Et de cette association naît, pour l'intelligence, une opération où elle cherche à affirmer un jugement de vérité ou de fausseté. Avoir du jugement, c'est prendre pour vrai ce qui est vrai et reconnaître pour faux ce qui est faux. Ne pas avoir de jugement, c'est prendre pour faux ce qui est vrai et prendre pour vrai ce qui est faux. Il ne viendrait à personne l'idée d'aller construire une maison sur une fondation totalement chaotique. L'analogie appliquée à notre système politique fait qu'il serait raisonnable de penser qu'un projet si important ne puisse reposer sur des bases intellectuelles fondées sur la fausseté. Encore faut-il que nous puissions accepter, que nous ayons la pertinence d'en voir la fausseté. Pour le philosophe que je suis, la philosophie se définit d'abord comme une activité rationnelle, c'est-à-dire il y a une règle qui est qu'on ne se contredit pas, on ne peut pas défendre une idée et son contraire en même temps. Si je vous dis par exemple « je suis un éléphant parce que je ne suis pas un éléphant », vous allez avoir beaucoup de mal à dire « je suis d'accord avec vous ». Vous allez me dire ou bien vous êtes un éléphant, ou vous n'en êtes pas un, ou alors vous allez me dire, sous un certain rapport, vous en êtes un, vu votre taille, mais sous un autre, vous n'en êtes pas un. Bien. Essayons de voir, dans le domaine de ce qu'on appelle la deuxième opération, comment l'intelligence se fourvoie. Je vais vous donner un exemple, par exemple, si je devais émettre un jugement sur l'hétérosexualité. Tout hétérosexuel a un comportement vertueux. Proposition fausse. Aucun hétérosexuel n'est vertueux. Proposition fausse. Certaines hétérosexualités se traduisent par des comportements vertueux. Proposition vraie. Certaines hétérosexualités se traduisent par des comportements vicieux. Proposition vraie. Je ne peux pas énoncer une vérité sur l'hétérosexualité comme norme éthique. Appliquée à l'homosexualité, j'ai exactement la même position. Il y a, à mon avis, et Frigide Barjot nous le dit, une propension chez les adversaires du projet de loi sur le mariage à penser que partout où il y aurait un homosexuel, il y aurait quelque chose de vicieux. Cette proposition est fausse. Il y a des homosexuels exceptionnels, il y a des homosexuels qui se comportent
de manière scandaleuse, comme on trouve ces comportements dans le milieu hétérosexuel. Hétérosexualité et homosexualité ne peuvent pas fonder une norme éthique. Ce n'est pas ça qui fonde la valeur d'un acte. Je reprends l'intitulé de la loi. Le mariage pour tous. Voilà une drôle de proposition. Une loi qui permette à tout le monde de se marier et qui, dans les premiers articles, conteste le droit de se marier à certaines catégories. Par exemple, on ne peut pas épouser son neveu. Il est étonnant de voir porter par un pouvoir politique, dans le contexte d'une démocratie, un projet de loi aussi important fondé sur une appellation aussi fausse. Cette seule raison-là devrait inviter le citoyen à renvoyer dans ses cordes ceux qui nous la proposent en nous disant la démocratie exige l'honnêteté intellectuelle. Alors, troisième opération d'intelligence, c'est le raisonnement. Qu'est-ce que c'est que raisonner? C'est donner à l'intelligence la certitude qu'à partir de certaines propositions posées, elle peut tirer une conclusion d'une vérité absolue parce qu'elle découle nécessairement des premières propositions. Alors je voudrais vous faire, par exemple, un exemple de ce qu'ont fait les journalistes avant-hier sur Europe 1 avec Tugdual Derville. Je vais prendre d'abord un cas très simple. Les lapins sont des animaux et les fers à repasser ne sont pas des lapins. Voilà pourquoi les fers à repasser, pense la personne intelligente, ne sont pas des animaux. En réalité, cette formule est un sophisme. Il n'est absolument pas déductif. Et il n'y a pas de lien logique à faire. Mais ce procédé est utilisé matin, midi et soir. Je vous donne un exemple. Les différences doivent être respectées. Il faut respecter les différences. Or, il y a dans cette assemblée des gens qui ne veulent pas de la différence sexuée. C'est donc inacceptable. Refuser la différence sexuée, c'est inacceptable. C'est amusant parce que ce n'est pas déductif, mais on a l'impression que ça fonctionne. C'est un petit peu... Alors je vais vous montrer un cas où ça ne marche pas. Les lapins sont des animaux, or les poulets ne sont pas des lapins. Voilà pourquoi les poulets ne sont pas des animaux. Et là, je sors une absurdité. Alors je vais vous en donner un autre qui est le procédé de l'amalgame, qui est un procédé qu'on va retrouver très souvent, et c'est celui sur lequel Tugdual Derville a été attaqué. Il veut contester la formule que tout désir ne peut pas fonder un droit. Il veut montrer que lorsqu'on dit « tout désir fonde un droit », cette proposition est fausse. Et l'exemple qu'il donne, c'est que la capacité à fonder une famille ou à se reproduire, par exemple, par le droit français, n'est pas reconnue, par exemple, pour des gens qui ont un handicap mental lourd. On ne leur donne pas la possibilité de fonder une famille alors qu'ils ont en eux un désir sexuel et ils ont un désir d'enfant. Et donc, Tugdual Derville montre, vous voyez bien que votre proposition, qui est de dire au nom du désir, il convient de légiférer, cette proposition est fausse. Réponse du journaliste. Vous êtes en train de dire que les homosexuels sont des handicapés mentaux. Et pourquoi ? Parce qu'il est vrai que Tugdual Derville conteste effectivement la possibilité pour un homosexuel de fonder une famille en disant qu'il n'est pas légitime que cela rentre dans le droit. Alors effectivement, il y a un point commun entre les deux, et le journaliste fait le lien pour vous. Il vous force à la déduction. Il contraint, alors que l'intelligence, elle, lorsqu'elle fonctionne, dit ce n'est pas parce que je peux mettre en commun des qualités à deux sujets différents qu'il y a un lien posable entre ces deux sujets. Vous allez le comprendre tout de suite. Si je disais, par exemple, que les gens athées ont tendance le soir à dormir et que le pape lui-même dort, c'est bien la preuve que les athées sont catholiques, la déduction deviendrait absolument ridicule.
Qu'est-ce que cela signifie? Cela signifie qu'aujourd'hui, le débat démocratique est fondé sur des règles arbitraires, où celui qui décide de conclure, ce n'est pas l'ordre de la raison, c'est la décision de celui qui commente. Il y a donc dissimulé un peu partout dissimulé un petit peu partout des idéologues qui sont chargés de faire passer la bonne parole en tirant les conclusions là où il n'y en a pas, en affirmant la vérité de propositions qui sont fausses. Et je dois vous dire, j'ai été assez étonné ce matin de voir quand même que nous sommes nous-mêmes parfois piégés. Nous réquisitionnons parfois des propositions qui servent à nos raisonnements et qui sont faux. J'ai entendu ce matin la proposition suivante, c'est les différences méritent, il faut respecter la différence. Je réfléchis à cette proposition. Alors en logique, on sait que si une proposition est vraie, sa contradictoire est fausse. Si donc j'arrive à montrer que la contradictoire est vraie, je vais montrer la fausseté de la proposition. Toutes les différences sont respectables. Certaines différences ne sont pas respectables. La différence de Marc Dutroux, c'était la pédophilie. Est-elle respectable? Si elle n'est pas respectable, c'est donc que la première proposition ne peut pas servir de point de départ pour un raisonnement. La seule chose que je peux dire, c'est qu'il y a certaines différences qui sont respectables et je ne peux plus produire de raisonnement à partir d'un cas particulier. Chaque fois, vous imaginez une grande manifestation derrière ce slogan? Oui, 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 à la différence. Non, 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 à ceux qui la contestent. Alors on aurait derrière, on aurait effectivement les gens qui ont les cheveux rouges, on aurait derrière effectivement les hétérosexuels, les échangistes, les unijambistes, les nazis, les pédophiles, les noirs, les blancs. Mais avec ce slogan-là, tout devient justifiable. Il n'y a donc plus de critères raisonnables à la lumière duquel décider de ce qui est légitime ou non. Et je crois que nous avons une responsabilité. Nous avons cessé de penser. Et que le mérite de ce débat est de nous remettre dans une démarche où nous allons reconquérir la maîtrise de la raison. Je vous laisse parce qu'on me met une limitation de mon temps. C'est dommage, j'avais des tonnes de choses à vous montrer, mais je reviendrai.